den Rechten. Bir müşteri olan Den rechten Teil an der Nordseite. Moving forward. Pourquoi et comment choisit-on ces moyens de transport dans la vie quotidienne? Alors ça, c'est un vaste thème. Alors l'économie a depuis longtemps une réponse, l'économie des transports en particulier. Elle nous dit que c'est une combinaison du prix et des temps de déplacement et que finalement l'utilisateur a tendance à comparer les prix et les temps de déplacement et qu'il utilise dans toute la mesure du possible le moyen de transport ou la combinaison de moyens de transport le moins cher et le plus rapide. Bon, il y a beaucoup de modélisation des comportements de déplacement qui sont basés sur ces postulats. Et pour le sociologue que je suis, c'est toujours un peu frustrant parce que dans le fond, les bonnes raisons pour lesquelles on se déplace sont évidemment beaucoup plus vastes et il y a toutes sortes d'autres logiques d'action qui peuvent intervenir dans les choix des moyens de transport dans la vie quotidienne. Évidemment, le temps et le prix, c'est des variables importantes quand il s'agit de choisir un moyen de transport. Mais on n'est pas forcément rationnel qu'en fonction de ça. On peut très bien, même si c'est plus lent, par exemple, utiliser la voiture pour aller travailler, parce qu'on aime conduire, hein, pour donner cet exemple. Parce qu'on a du plaisir à être au volant, parce qu'on apprécie d'être dans un univers qui est protégé, puisque la voiture, c'est un habitacle dans lequel il y a finalement un contrôle d'accès, c'est-à-dire que vous ne voyagez pas dans un collectif comme dans les transports en commun. Vous pouvez écouter la radio, vous pouvez avoir d'autres activités de façon un petit peu confinée. Et donc d'une manière beaucoup plus générale, on se rend compte en approfondissant ces questions qu'il y a beaucoup de ces raisons qui entrent en ligne de compte et qui sont parfois un petit peu négligées dans la modélisation des comportements. Pour aborder cette question, je vous propose qu'on se replonge dans une recherche qui a été menée à Genève, Lausanne et Berne, qui a été menée au milieu des années 90 et en 2011. Alors l'intérêt, c'est qu'on peut avoir une comparaison dans le temps, c'est-à-dire que les données qu'on a obtenues en 1994, pour être précis, on peut les comparer à celles qu'on a obtenues en 2011, puisqu'on a travaillé sur un échantillon de population qui est tout à fait comparable. Donc il s'agit d'une recherche quantitative qui a été menée auprès de 3000 personnes actives habitant donc les agglomérations de Genève, Lausanne et de Berne, et où on s'est intéressé, l'ensemble du questionnement était relatif à comment est-ce que finalement les gens choisissent leur transport dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'a priori, l'essentiel de la population en 1994, que ce soit à Genève, à Lausanne ou à Berne, préfère utiliser la voiture à tous les autres moyens de transport. Alors pourquoi? Eh bien, pour des questions de préférence qui n'ont pas grand-chose à voir avec le prix et la vitesse, puisque en fait, la voiture elle est souvent nettement plus chère et elle est parfois plus lente pour se déplacer. En fait, c'est des questions de confort, c'est des questions d'autonomie, c'est des questions de propriété. La voiture, je la possède. Il y a aussi la question des habitudes qui est apparue comme étant extrêmement importante. C'est-à-dire que quand on utilise la voiture, on combine dans l'espace et dans le temps les activités en les enchaînant. Et évidemment, changer de moyen de transport, utiliser un autre moyen de transport, ça veut dire dans ce contexte-là non seulement utiliser le bus ou le tram à la place de la voiture, mais aussi repenser la manière dont les activités se succèdent dans l'espace et dans le temps, parce que la voiture ou les transports publics ou le vélo ne donnent pas les mêmes accessibilités au territoire.
essayez de faire en transport public ce que vous faites dans les entrées de ville en voiture, hein, entre l'hypermarché, le club de sport et le lieu de travail dans une zone d'activité. Ce sera très difficile de vous déplacer en transport en commun entre ces lieux. Ce sera par contre très facile en automobile. Donc il y a cette prédisposition générale en 1994 à l'utilisation de la voiture. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand, par exemple, les transports publics sont plus rapides pour aller travailler, la population a tendance à prendre la voiture pour aller travailler quand c'est possible. Alors évidemment, il y a des limites à ça, parce qu'on a tous des contraintes quant à l'utilisation des différents moyens de transport. Il y a les contraintes de stationnement, il y a les contraintes de circulation, et puis il y a aussi la disposition personnelle de la voiture. Enfin, tout le monde ne dispose pas complètement d'une automobile, et donc ce n'est pas toujours possible de l'utiliser. Alors je vous raconte ça pour vous dire évidemment qu'en 2011 ça a changé. Et c'est ça qui est intéressant. Donc on a le même échantillon, les mêmes villes. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2011 ? On a constaté que cette prédisposition à l'usage de la voiture avait quasiment disparu dans les 3 agglomérations. Et que finalement les bonnes raisons pour lesquelles on utilise les moyens de transport se sont beaucoup diversifiées. Et on a une large part des usagers qui finalement préfèrent se déplacer par d'autres moyens de transport que l'automobile, même si ça prend plus de temps, hein, parce que ça prend parfois plus de temps. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 périodes pour avoir un changement? Parce que ce changement, il est assez fort, hein, c'est assez massif. Alors, il y a une première chose qui a un impact considérable, c'est l'amélioration des systèmes de télécommunication. Alors, on a tous dans nos poches des iPhones, des tablettes, on a des ordinateurs portables, on peut être connecté dans la rue à Internet. Et ça change les usages du temps. Dans les transports publics, vous pouvez très facilement être sur Facebook ou envoyer des SMS, être au téléphone ou déployer ce type de petites activités. À pied également. En voiture, c'est évidemment plus difficile. En plus, c'est interdit, bien évidemment, hein, sauf si vous avez le système pour téléphoner sans fil, main libre, même si ça se pratique quand même beaucoup. Mais disons, au-delà du téléphone, c'est difficile de faire plus. Et ça rend l'automobile, dans les déplacements quotidiens, moins attrayante que par le passé. Ça a redonné, finalement, ses lettres de noblesse à d'autres moyens de transport. Un deuxième élément qui joue également un rôle en faveur des transports collectifs, c'est que dans les 3 agglomérations sur lesquelles on a travaillé, il y a eu des investissements extrêmement massifs dans l'amélioration des offres. À Berne, ça a été la réalisation d'un réseau de S-Bahn, en français on dirait de RER, qui est extrêmement efficace et qui draine pratiquement toutes les communes de l'agglomération bernoise. Toutes les communes pratiquement ont une gare. Il y a 13 lignes au départ de la gare de Berne. Il y a également eu la réalisation d'une nouvelle ligne de tram. Donc on a un système de transport public qui permet de se déplacer partout, tout le temps, hein, à peu près. Et donc ça, évidemment, ça s'est traduit dans la propension à utiliser les moyens de transport par la population, qui utilise davantage les transports collectifs, et on a une image qui est bien plus positive. À Lausanne, on a eu le même phénomène. Alors, il y a eu la construction d'un métro automatique, la ligne du M2. Et puis, il y a également eu le développement de l'offre ferroviaire régionale avec un réseau express régional qui n'a pas le niveau de performance de celui de Berne, mais n'en est finalement pas très très loin. Et donc, on a aussi eu un effet extrêmement positif sur l'image et sur l'usage des transports collectifs. À Genève, avec le redéploiement du réseau de tramway, qui a été extrêmement important depuis une vingtaine d'années, on a également eu un effet du même type. À Genève, il n'y avait plus qu'une ligne de tram au début des années 90 qui faisait 10 km, et maintenant on a un réseau de tramway qui fait presque 40 km, qui est donc beaucoup plus important. Donc c'est intéressant, ça montre aussi que finalement, quand on investit dans une offre alternative à la voiture, eh bien ça se traduit dans les comportements et dans les aspirations de la population quant à l'usage des moyens de transport.
Il y a un troisième élément qui a aussi joué un rôle, c'est l'aménagement urbain et le vélo. Je pense qu'on peut mettre ces deux éléments ensemble. Il y a une vingtaine d'années, en 1994, le vélo, dans les 3 villes sur lesquelles on a travaillé, ce n'était pas considéré comme un moyen de transport. C'était un loisir. C'était d'abord un loisir. Maintenant, en 2011, c'est un moyen de transport à part entière qui est utilisé par la population comme tel pour faire de l'exercice physique. Ça, c'est aussi quelque chose qui a changé. Cette idée que la mobilité, ça fait aussi partie maintenant des logiques d'action de la population. On se dit que si pendant des déplacements quotidiens, on peut aussi faire en plus de l'exercice physique, c'est une très bonne chose, c'est quelque part une pierre deux coups. Ça donne une autre fonction à ces déplacements. Et donc le vélo s'est considérablement développé, de même que la marche à pied. On a plus de marcheurs en 2011 qu'en 1994. Et ça, c'est intéressant à mettre en relation avec l'aménagement urbain, parce que dans ces agglomérations, donc Berne, Lausanne et Genève, il y a eu beaucoup d'aménagements qui ont été faits pour les piétons, pour rendre les cheminements plus ergonomiques. Alors il y a également les habitudes. On voit à travers cette étude, mais aussi d'autres enquêtes qui ont été menées sur la question, bien évidemment, que les moyens de transport ne sont pas interchangeables et qu'ils offrent des accessibilités différentes et qu'on a des routines, on les utilise pour faire certaines choses. Et si on devait utiliser un autre moyen de transport, il faudrait faire ces choses différemment, les faire ailleurs ou les faire selon d'autres enchaînements dans le temps. Donc ça, c'est aussi une logique très importante. Et puis, il y a la question de l'utilisation du temps pendant les déplacements avec les systèmes de communication à distance. Je voulais insister sur ce dernier point pour terminer en disant que c'est peut-être le changement le plus important, parce que dans le fond, ça change le statut du déplacement. Le déplacement, traditionnellement, on le considère comme étant une sorte de temps mort entre des activités. Et c'est pour ça que dans les modélisations économiques et économétriques, on a eu tendance à dire que les gens cherchent à minimiser le temps que ça prend. Parce que c'est un temps de liaison entre des activités. Donc moins ça prendra de temps, mieux ce sera, puisque c'est un temps mort. Et avec les systèmes de communication à distance, avec le fait que beaucoup de gens se mettent à faire du vélo ou à marcher dans le cadre de leur déplacement quotidien pour leur bien-être, pour faire du sport, pour être en forme, eh bien, ça donne un autre relief aux déplacements. Ces déplacements, ça devient une activité à part entière dans un programme d'activité de la vie quotidienne. C'est plus simplement une parenthèse entre des activités. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel. Et c'est pour cette raison que s'il y a encore une vingtaine d'années, on pouvait considérer que une approximation des choix de moyens de transport en fonction de la minimisation des temps de déplacement, ça pouvait encore être acceptable. Aujourd'hui, ça ne l'est plus parce que ça correspond de moins en moins à la réalité des comportements en la matière. Seite sowie den Außenbereich den rechten.